Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Au comité pour l'emploi, programme de domaine agricole en vue, décision annoncée ce vendredi par le Premier ministre Aminata Touré, présidé le conseil interministériel sur la stratégie à mettre en œuvre. Plus de 12% des jeunes de 15 à 35 ans sont des chômeurs, selon une étude réalisée en 2011. Sculpteur cherche client, le désespoir gagne ces artisans qui déplorent la cherté du bois qu'ils utilisent pour leur métier. D'autres, en revanche, ont trouvé une alternative. Ils récupèrent divers matériaux pour réaliser des œuvres qu'ils ont du mal à écouler. Le dossier de Dieu Mabadia à suivre dans ce journal. Escrime dames, la conquête au titre mondial a débuté ce vendredi à Dakar. 24 nations sont en lice. Les 16 meilleures sabreuses, dont la championne olympique Zabunis Marielle, sont à Dakar pour 3 jours de compétition. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall en Tunisie, plusieurs chefs d'État africains et du monde se sont donné rendez-vous dans la capitale tunisienne pour célébrer la nouvelle constitution. François Hollande, Alpha Condé et le président Macky Sall, tous saluent l'exemple de ce pays musulman qui a connu une transition démocratique. Le nouveau texte adopté par l'Assemblée constitutive est jugé harmonieux. Pour saluer la nouvelle constitution dont le pays s'est doté, François Hollande a estimé que la révolution tunisienne demeure un exemple. Votre constitution garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes et confirme que l'islam est compatible avec la démocratie. La cérémonie s'est déroulée devant l'Assemblée nationale constituante. Ces élus qui, depuis 2 ans, ont débattu, discuté, jusqu'à l'adoption d'un texte qualifié de moderne et équilibré, car intégrant tous les acquis de la civilisation humaine. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses, que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Nous savons, nous, le prix qu'un peuple paye quand il est dans les tourments. Vous avez su merveilleusement vous redresser. Un moment d'émotion quand le président guinéen Alpha Condé a salué la mémoire des opposants tunisiens assassinés il y a tout juste 1 an. Je voudrais commencer d'abord par demander 1 minute de silence au nom de Tsokri Ibrahimi. Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Idriss Déby Itno du Tchad et Ali Bongo du Gabon ont eux aussi salué la révolution tunisienne et la mobilisation des forces vives. Nous reviendrons largement sur cette visite du président Macky Sall en Tunisie pour célébrer la nouvelle constitution avec notre envoyé spécial sur place, Abou Bakri Khan. Plus de 12 jeunes sur 100 âgés de 15 à 35 ans sont des chômeurs ou l'ont été. Ce sont là les chiffres de l'enquête réalisée en 2011, des résultats qui sont à l'origine aujourd'hui de la nouvelle stratégie de promotion de l'emploi des jeunes. Ce vendredi, le Premier ministre a présidé un conseil interministériel sur la question. Aminata Touré annonce la création d'un haut comité pour l'emploi et du lancement prochain du programme des domaines agricoles communautaires, PRODAC. Éric Nimatir. La rencontre a été l'occasion de définir le cadre politique de la stratégie de promotion d'emploi et les principaux axes de cette stratégie de promotion. Concernant ces axes, des mesures importantes ont été prises. Parmi celles-ci, la mise en place du programme d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Le programme sera financé par la BAD à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Il va concerner 7 régions du pays et dans plusieurs secteurs. L'agriculture, l'artisanat, les technologies de l'information et de la communication, ou secteurs dans lesquels, au-delà de l'activité de création et de production, il s'agira de faire en sorte que sur toute la chaîne de valeur, donc de la production, de la transformation, de la commercialisation, que nous puissions faire la promotion des métiers, accompagner les jeunes dans l'identification des niches de métiers, les accompagner dans la formation, dans la capacitation
et dans la mise à disposition de ressources nécessaires à leur insertion dans ces différents secteurs. Un ensemble de projets et de programmes structurants dont la finalité est la création de milliers d'emplois. À cet effet, l'agriculture va occuper une place de choix. Ainsi, il a été décidé de lancer le programme des domaines agricoles communautaires. 100 milliards de francs CFA sont prévus pour son financement en vue de créer 300 000 emplois d'ici 5 ans. Pour son démarrage, des zones ont été déjà ciblées à travers le pays. C'est la zone de CFA dans le Sédhiou, c'est donc au niveau de Keur-Momar-Sarr et dans la région de Thiès. Mais il faudrait que nous puissions réunir, et c'est sur ça que Madame le Premier ministre a insisté, pour que nous puissions voir au niveau de nos différents budgets comment réunir des ressources pour commencer immédiatement les projets pilotes, parce que les procédures de mobilisation des ressources par les partenaires sont souvent longues. Pour une réussite parfaite de cet ambitieux programme du gouvernement, des activités ont été déjà réalisées. D'autres très importantes vont suivre. Il s'agit entre autres de la mise en place du comité pour l'emploi qui sera logé à la primature et l'organisation d'un forum national pour l'emploi des jeunes qui va se tenir les mois à venir. Objectif, contribuer à une meilleure prise en compte de l'emploi dans les politiques publiques au niveau central comme au niveau décentralisé. Et puis ce matin, les travailleurs des agences chargées de l'emploi des jeunes supprimés par l'État ont organisé une marche non autorisée devant les locaux du building administratif. Ils dénonçaient entre autres les retards de paiement de leur salaire des mois passés et la fusion de leurs agences respectives dans une nouvelle organisation qu'ils n'approuvent guère. Interpellé sur leur sort, le ministre de la Jeunesse, qui prenait part au conseil interministériel de ce matin, a apporté des explications sur l'avenir de ces ex-travailleurs de la neige et du FNPJ. Benoît Sambou est au micro de Eric Nimadir. Pour les Sénégalais et eux-mêmes, les employés de ces différentes agences sont d'accord sur la nécessité de rationaliser quand même ces agences-là. Aucune voix ne s'est élevée dans ce pays pour vraiment fustiger le fait que le président de la République décide de rationaliser et de mieux organiser donc, le secteur de l'emploi des jeunes en mettant en place un dispositif unique. Maintenant, nous sommes conscients que la perte d'emploi est quelque chose de douloureux et que nous n'aurions pas souhaité. Nous sommes en train de travailler à apporter une réponse à cette difficulté-là. L'autre aspect, des instructions ont été données au directeur de la nouvelle agence pour que le recrutement se fasse de manière prioritaire dans le personnel de ces différentes agences. Il faut dire qu'ils étaient déjà 236 et la nouvelle agence n'a besoin que de 83. Donc un choix rigoureux va se faire. Pour le reste, j'ai même demandé au nouveau directeur de voir comment redéployer leur personnel résiduel dans les différents projets et programmes. Nous sommes aujourd'hui en train d'élaborer de gros programmes. Donc il n'y a pas à s'affoler, il n'y a pas à avoir peur. Je prends l'engagement de faire en sorte que ceux qui ne seront pas retenus, qu'on puisse trouver des mécanismes pour les redéployer sur les différents projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Mangom Sabodola, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, a constaté sur place les conditions d'exploitation de l'or par la compagnie Sabodola Gold Corporation au centre de cette visite. La question des normes environnementales. Abdoulaye Sinkare. C'est à 12 heures passées que l'avion s'est immobilisé sur le tarmac. Pas de temps à perdre. Direction le trou d'extraction du minerai de Sabodala Gold Operations. Plus de 300 000 tonnes de roches sont exploitées ici chaque année. En 2013, l'usine a fait 215 000 onces, soit 7 tonnes d'or. Rien que sur ce site, 400 travailleurs s'activent nuit et jour. Un bon exemple de partenariat public-privé dans un secteur qui requiert beaucoup d'exigences. Il y a l'essor économique et social, mais aussi il faudrait qu'on puisse s'assurer, un temps soit peu, des conditions d'exploitation pour garantir aussi l'aspect environnemental. Après un passage à l'unité industrielle, cap sur le bassin de retenue d'eau. À côté, celui des résidus miniers. Malgré la digue de séparation, la menace de contamination fait surface. On utilise, c'est des quantités infimes, tout petites, de cyanure
à l'intérieur de l'usine de traitement de minerais. Le cyanure est une substance qui est détruite après 40 jours par l'action solaire. Donc, en environnement contrôlé, comme vous avez pu voir au niveau du bassin de traitement des eaux ici, traitement des résidus miniers. Nous sommes venus ici pour pouvoir regarder de fond en comble donc tout ce qui est analyse, tout ce qui est exploitation, quelles sont les dispositions qui sont prises, quels sont ce qui s'y fait en termes de procédures, parce qu'ils ont des procédures normalisées. Ces procédures normalisées-là d'exploitation doivent être conformes par rapport au cahier de charges qu'ils ont eu lors de l'étude d'impact environnemental. Maintenant, il appartient à la direction de l'environnement de venir de temps à autre avec les outils idoines pour pouvoir faire la mesure. Morngom a aussi plaidé pour une responsabilité sociétale d'entreprise plus élargie, ce qui permettra aux populations riveraines de voir leurs conditions améliorées. Renforcement des mécanismes de pérennisation des cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial, Plan Sénégal, et le ministre de l'Éducation nationale était à Ouarglouna, dans cette localité, tout comme dans celle de Yoro Roudia. Les champs communautaires ont permis d'améliorer les résultats scolaires. Plus de précisions avec Claire Diop. Village de Yoro Roudia dans l'arrondissement de Ouarglouna. Sur ce site, des femmes et des hommes travaillant la terre sous un soleil de plomb. Ici, des graines sont semées pour assurer une bonne alimentation à l'enfant dans le but de l'encadrer pour de meilleurs résultats à l'école. Ces visites ont permis à la délégation de constater de visu l'appropriation de ce concept par les populations. Le champ communautaire, une composante du projet cantine scolaire. Pour cette phase pilote, 2713 élèves, dont 1279 filles de 6 écoles élémentaires de la localité sont bénéficiaires. Il a fait l'objet d'investissements importants ayant permis la réalisation et l'aménagement de terres, la clôture du périmètre maraîcher, la réalisation de bassins et châteaux d'eau, la mise en place d'un système d'irrigation par le goutte à goutte, l'achat de matériel. La démarche s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la consolidation des projets pilotes dans l'optique de pérenniser l'alimentation scolaire, surtout en milieu rural. Ce projet a beaucoup d'avantages pour nous. Désormais, on participe à l'amélioration de nos enfants et élèves. Nous fournissons à la cantine scolaire des fruits et légumes de qualité. Plan Sénégal et le PAM se sont donné la main dans le but de contribuer à l'amélioration de manière durable à la qualité de vie des enfants. Il s'agira de renforcer et d'étendre cette dynamique pour produire les impacts visés. Il y a un certain nombre de leçons que nous avons apprises à travers la phase pilote ici qui nous permettront par exemple de réduire le coût de l'investissement pour ce genre d'activité pour nous permettre de toucher le maximum d'enfants possible. On a la conviction si un enfant a faim, l'enfant ne peut pas se concentrer, l'enfant ne peut pas vraiment prendre tout le bénéfice d'une leçon. Alors c'est absolument essentiel que l'enfant ne souffre pas de la faim. Pour la deuxième phase du projet, 15 villages au niveau de 4 communautés rurales de la région de Kaolack ainsi que d'autres localités comme Louga sont visées. La clé de réussite de ce projet réside dans la mobilisation de tous les acteurs. Dans sa phase perspective, il est prévu l'introduction du volet apprentissage des techniques agricoles à l'intention des élèves. Aussi, le reboisement du champ, les arbres fruitiers seront privilégiés. La police nationale se veut proactive. Elle dispose désormais d'un centre de veille opérationnel. L'outil sert à collecter des informations à temps et faire face avec des orientations stratégiques. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé la plaque qui renseigne sur cette nouvelle structure. Moussa Mani. Ce centre de veille opérationnel de la police est un outil d'aide à la prise de décision. Un service de veille, d'alerte et d'orientation qui a pour mission essentielle de recueillir, vérifier, compléter, synthétiser et transmettre au directeur général les informations décisionnelles et opérationnelles provenant des différentes directions de la police. La prise en charge des questions sécuritaires exige la mise en place d'une telle structure. Elle permettra à l'autorité d'être informée à temps et de donner des orientations. Maintenant, au directeur général de la police nationale, donc d'avoir de manière ordonnée, mais de manière beaucoup plus rapide, toutes ces informations-là, d'en faire une synthèse
pour éviter aussi à M. le ministre de l'Intérieur d'en recevoir à longueur de journée, alors que le ministre peut être retenu par d'autres activités. Synthétiser et de lui donner un document unique qui lui permet en un temps record d'être mis au courant de ce qui se passe sur le territoire national et certainement lui aussi de donner des orientations au directeur général qui répercute les mêmes orientations. Déjà, le ministre de l'Intérieur a pu tester l'outil en dialoguant avec le commissaire central. Ses appréciations sont positives. Il faut savoir profiter en tout cas de ce qui existe comme élément, comme outil. Aujourd'hui nous sommes dans la modernité, c'est quelque chose qui nous a rattrapés, sur lequel on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et pour ça, franchement, je dis que j'ai constaté avec bonheur, surtout à la suite de cette démonstration-là, que c'est quelque chose qui nous sera d'une aide substantielle. En dehors des informations, le centre peut aussi surveiller par vidéo les mouvements des populations dans la ville. La police dispose désormais d'une capacité supplémentaire de réaction en tout temps et en tout lieu. Passer de 100 à 250 hommes, c'est l'engagement pris par l'Allemagne pour renforcer le nombre de ses soldats qui assurent la formation de l'armée malienne avant de rallier Bamako pour évaluer le travail accompli. Le ministre allemand de la Défense a fait escale à Dakar. Face à la presse, Ursula von der Leyen a réaffirmé que la coopération militaire avec le Sénégal demeure une priorité. Louis-Philippe Sagna. La base militaire française de Ouakam est le fief des troupes allemandes qui font la navette entre Dakar et Bamako. C'est ici également que le ministre de la Défense a eu les honneurs en compagnie de son homologue sénégalais. Vient ensuite ce discours d'usage pour réaffirmer le soutien du gouvernement avant l'entretien avec la presse. On a pris la décision d'augmenter le nombre des troupes qui font la formation au Mali parce qu'il y a non seulement un intérêt allemand mais un intérêt européen d'avoir notre voisin, l'Afrique, stable, d'avoir la démocratie que vous connaissez ici. Pour l'heure, l'accent est mis sur la recherche de la stabilité au Mali. L'effectif va passer de 100 à 250 hommes. Cette escale à Dakar a permis de rappeler que la coopération militaire avec le Sénégal va se renforcer. On a discuté les possibilités d'intensifier la coopération, non seulement en ce qui concerne MINUSMA ici, mais aussi d'avoir la consultation ou la formation pour des travaux mécaniques. C'est-à-dire il y a une longue histoire entre nos deux pays de confiance et d'amitié. Vous faites un travail très important, d'autant plus que vous participez à la formation, non seulement ici au Sénégal, de mécaniciens, d'avions ou de véhicules, mais aussi au Mali. Vous faites le même travail, donc nous vous remercions et nous disons aujourd'hui que c'est une coopération qui va de l'avant, qui est très importante. Depuis le début de son intervention au Mali, l'Allemagne a déployé d'importants moyens logistiques, parmi lesquels ses équipements sanitaires. Une visite guidée a permis d'expliquer le mode d'usage. Tierno Alassane Sall fait le tour des points noirs de la circulation. Le ministre des Transports a pu relever les dangers qui guettent les usagers de la route. Une tournée qui entre dans le cadre des activités de l'Alliance globale contre l'insécurité routière. Salut Sek. L'insécurité routière, une véritable problématique dans la capitale. Beaucoup d'accidents sont notés dans la circulation. Le phénomène est généralement lié au mauvais comportement des usagers de la route. Ici, au niveau de l'école Seyda Maria Magnès, le flux de véhicules venant de la Padoue et de Pikine donne souvent lieu à des chocs. Si vous voyez, les cyclomoteurs essaient de se rabattre directement, alors que c'est une voie d'intersection pour ceux qui viennent de Grand Yoff. Et les statistiques le montrent. Ici, c'est une zone très accidentogène, notamment pour les deux roues, où il y a beaucoup de tués ou de blessés graves ici. Un peu plus loin, le même problème se pose au niveau de l'échangeur padois. L'ouvrage ici devrait permettre quand même de pouvoir revenir pour aller vers Anne-Maris, comme pour aller aussi vers Grand Yoff. Hein? Alors que la conception telle qu'elle est vous renvoie soit à Anne-Maris, à l'échangeur de Anne-Maris, soit au giratoire de Cambérène. Hein? Mais c'est possible de renvoyer comme ça les gens. Il faudrait quand même, cela vaut mieux que justement
d'exposer sa vie et celle des autres. Cette visite de terrain du ministère des Transports entre dans le cadre de l'Alliance globale contre l'insécurité routière. Elle a permis de faire le tour des points noirs de la circulation, comme ici à la cité Ouest Foire, où les chauffeurs essayent d'emprunter directement l'autoroute, un danger pour ceux qui veulent passer par la bretelle qui va à la VDN. La solution consiste à poser, fixer les GBA, carrément. Les GBA, c'est les glissières en béton armé que nous avons ici. Ou bien mettre des bordures hautes qui feront que les véhicules ne pourront pas délibérément s'insérer sur l'autoroute. La visite a permis de constater d'autres problèmes, comme la traversée de l'autoroute, le stationnement anarchique des transporteurs en commun, une situation à laquelle le ministère des Transports compte apporter des solutions en mettant l'accent sur la sensibilisation, mais aussi sur la sanction. Le ministère des Transports et le CETUD qui faisait le tour des points noirs de la circulation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le Sénégal n'a rien à perdre dans le cadre de la coopération décentralisée. Déclaration de Maître Oumar Youm, le ministre des collectivités locales qui faisait face à la presse, a tenu à rappeler aux agents des conseils régionaux qu'ils seront redéployés dans d'autres institutions. Toutefois, a-t-il précisé, la loi sur la réforme pourrait être revue prochainement. Maman Moussagnan. La suppression du conseil régional n'entraînera pas de perte d'emploi pour les personnels des conseils régionaux. C'est la conviction du ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Maître El Hadj Oumar Youm a tenu d'emblée à préciser que cela constitue une opportunité. Quand on crée le conseil départemental, 42 conseils départementaux, quand on transforme 385 communautés rurales qui n'avaient pas la possibilité d'emploi, et on se retrouve avec l'effectif de 14 conseils régionaux. Je pense que, c'est vrai, je suis un littéraire, je ne suis pas très mathématicien, mais on peut quand même se dire que le redéploiement est quand même effectué sur des bases très simples. La réforme entraîne la création de la ville de Dakar, un statut particulier qui regorge bien des avantages, contrairement à ce que soutiennent certains détracteurs de l'acte 3 de la décentralisation. La logique pure, juridique, aurait poussé à supprimer la ville purement et simplement. Mais c'est le chef de l'État qui a dit trouver la meilleure formule pour maintenir la ville tout en répondant à la demande des élus locaux. Et ceux qui disent que la ville va disparaître et n'a plus de compétences, je pense qu'ils n'ont pas pris aussi le temps de lire le code des collectivités locales. En son article 170, pas moins de 10 compétences, et celles-là qui sont les compétences transversales, sont transférées à la ville. Autre sujet évoqué, la coopération décentralisée qui restera intacte avec tous ses atouts. Le conseiller technique français en charge de la question rassure. Sur cette coopération qui ne posera pas de problème avec la suppression des conseils régionaux, ça pourra toujours continuer. Et il faut savoir que cette coopération décentralisée draine à peu près 5 milliards de francs CFA de flux financiers par an. La loi sur la réforme, toutefois, pourrait retourner à l'Assemblée nationale. Une révision de certaines dispositions est en vue. Dans la loi, il était dit que l'exécutif local doit savoir lire et écrire dans la langue officielle. Ça, c'est une disposition qui peut être revue, harmonisée par rapport à la situation des acteurs locaux. Le ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rappelé que la date des élections reste encore maintenue pour le 29 juin. Notre dossier du jour à présent, il s'intéresse aux sculpteurs. Le métier ne nourrit plus son homme alors que certains d'entre eux dénoncent la cherté du bois, d'autres cherchent des alternatives en utilisant des matériaux de récupération. Tous sont cependant unanimes sur le fait que les Sénégalais s'intéressent très peu à leurs produits. Le dossier est signé Yana Badia. La sculpture, cet art qui définit des formes à partir du bois et d'autres matériaux comme la pierre, l'argile ou même les métaux est développé au Sénégal. Au village artisanal de Soumbédioune, les objets rivalisent de finesse. Les passants, particulièrement les touristes, sont séduits par ces œuvres. C'est très joli, c'est raffiné et puis ça représente vraiment le Sénégal. Des produits très beaux, avec des moyens vraiment rudimentaires. Ils sculptent avec un couteau, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Très beau, hein. Ils ont beaucoup de patience.
Les artisans qui travaillent essentiellement le bois d'ébène, de teck, de dîme ou de veine ne profitent pas bien de leur travail. Actuellement, la sculpture ne marche pas bien parce que les touristes ne viennent plus acheter comme avant. En plus, le bois se fait rare. Avant, on achetait le kilo de bois de teck à 50 francs. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à 80 francs le kilo. Ouais. La Chambre de métiers de Dakar impute les difficultés que traverse le secteur au manque d'innovation. Quand tu regardes le cycle de vie d'un produit, les produits des sculpteurs sont arrivés au stade de poids mort. Donc il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de création. Il n'y a plus de créativité. Alors l'idéal, ce que je recommande toujours aux artisans, n'est-ce pas, c'est de travailler avec les designers. Et pourtant, certains sculpteurs s'inscrivent dans la dynamique d'innover. C'est le cas de Babacar Mbodnian de Noulangue Design, établi ici à Rufisque. Cet autodidacte, plus connu à l'étranger que dans son pays, confectionne des meubles assortis de motifs animaliers avec des matériaux divers. Il faut toujours chercher des alternatives parce qu'on est dans un pays qui n'est pas un pays forestier. Il faut qu'on le sache. Moi, j'entends beaucoup de gens des récriminations sur on n'a pas de matière première. Mais pourquoi que canaliser surtout sur une seule matière première? Moi, je travaille sur la corne, sur tous les matériaux naturels. Et puis, avec une certaine approche, on peut arriver à quelque chose de concret. Il n'est pas le seul à faire de la sculpture utilitaire. Ici, à l'espace des créations Cheikh Ibra Fall sur la Corniche, ils sont nombreux à s'affairer dans le secteur en utilisant des matières variées. Cette statue, par exemple, représentant une femme massaï est sculptée à partir du fer provenant de cuisinières, d'ordinateurs et d'autres objets électroniques. Outre son aspect esthétique, elle peut servir de lampe. C'est aussi le cas de ces différentes sculptures sur calebasse. Voilà. Même les statues que vous voyez, ça aussi, ça rend utile parce qu'il y a de l'éclairage à l'intérieur ou bien ça peut être utile, ça peut être utilisé sur autre façon. Voilà. Je fais aussi des lampes, des meubles de salon, par exemple. Oui. C'est plus solide que le bois, ça, je peux dire. La sculpture se fait aussi sur pierre. Le basalte, qui est une roche particulièrement résistante, pourrait même servir à confectionner des bancs pour les places publiques, selon les spécialistes. Des personnalités connues sont représentées avec cette matière à côté d'espèces végétales et animales. En revanche, malgré leur ingéniosité, les sculpteurs sénégalais éprouvent d'énormes difficultés à écouler leurs produits au niveau surtout national. Parce que les gens ne sont pas à consommer des produits d'ici, de créatifs d'ici. Il faut voir que dans la vie de tous les jours, tu vois beaucoup plus de mobilier venant de l'étranger que des mobiliers créatifs d'ici. On essaie en ce moment-là de gagner le marché sénégalais. C'est pas facile. Bon, c'est-à-dire ils minimisent la calebasse, quoi, c'est ça. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, la PDA, s'engage à faire de son mieux malgré la modicité de son budget. Ils peuvent directement donc négocier avec l'agence pour qu'on puisse donc les envoyer dans les banques comme la BND et surtout le FONGIP qui vont démarrer incessamment leurs activités pour décrocher ces financements et puis donc se ravitailler en matière première. Un métier autrefois réservé à une caste est aujourd'hui investi par toutes les catégories sociales. La sculpture qui allie l'utile à l'agréable peut véritablement participer au recyclage des déchets, notamment informatiques. Ce qui, au passage, contribue à la protection de l'environnement tout en réduisant la pression sur le bois. Au dossier signé Jaina Badja. 7 février 1986, 7 février 2014, voilà 28 ans que nous quittait Cheikh Anta Diop. Intellectuel et humaniste, ses recherches auront pris à contre-pied l'idéologie de l'époque sur l'infériorité de la race noire. Un chercheur de renom et un des principaux investigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, Amadou Arab Thiam. Déjà enfant, Diop Cheikh Anta montrait les dispositions du futur savant qu'il devait être. Ses camarades de Dara lui remettaient souvent leurs encas en échange d'une explication de la leçon coranique du jour. Cette place publique, transformée en aire de jeu par ses bambins, Cheikh Anta n'a dû la quitter de son vivant que pour aller à l'école française
à Diourbel. C'est dans ce mausolée qu'il repose aux côtés de son grand-père Massamba Sassoum Diop, un grand érudit de l'islam, connu tant pour ses miracles que par amour. Son petit-fils de savant a choisi de retourner auprès de lui pour son repos éternel. C'est son grand-père Massamba Sassoum qui a créé Tchitou. C'était un homme de science. Il avait la capacité de provoquer la pluie. Il suffisait juste qu'il attache une amulette sur un arbre pour que la pluie tombe. Il prédisait que son petit-fils Cheikh Anta allait épouser une femme blanche. Et cela s'est réalisé. Figure emblématique qui a marqué le monde de la science et la vie politique de son pays, il est resté un sujet passionnant qui continue d'alimenter les chaumières des salons et les amphithéâtres des universités. Tcheitou, un bourg perdu dans les profondeurs du Baol, à 27 km de Bambey, est sorti de l'anonymat grâce à l'œuvre titanesque du Fils qu'il a donné à l'humanité. L'enfant prodige, même dans la mort, continue à assister le terroir qu'il a tant chéri. Les étrangers, les Toubabs, comme souvent dit, alors quittent partout, en Amérique, en Europe, pour venir ici, vraiment, visiter Cheikh Anta Diop. Mais pour venir ici à Tcheitou, il y a d'énormes difficultés. Tcheitou, une localité difficile d'accès, a besoin d'infrastructures pour devenir un véritable lieu de mémoire au vu de ce qu'il charrie en termes de reconnaissance et d'attachement. Ce mausolée figure sur la liste des monuments classés du Sénégal. Cher Anta Diop, un des instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, voyons à présent le laboratoire Carbone 14. C'est l'un des véritables legs de Cheikh Anta Diop. Dans ce laboratoire implanté à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, les recherches se poursuivent. La nouvelle génération assure la relève. Des recherches en archéologie ou en géologie y sont pratiquées pour rendre encore hommage aux grands savants. Dakar prépare une conférence internationale sur le carbone 14 en 2015. Ibrahima Pabidjeliou nous plonge dans ce laboratoire créé en 1963 par celui que l'on appelle le pharaon noir. Après avoir largement contribué à démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le savant Cheikh Anta Diop a laissé les empreintes d'un scientifique émérite universel au service du Sénégal et de l'Afrique. Il s'agit du laboratoire Carbone 14. Ici à l'UCAD, l'espace est un véritable centre de recherche. Archéologie, géologie, climatologie y sont appliqués pour perpétuer son œuvre. Ce chef de laboratoire nous explique ici comment donner par exemple une date à un ossement. La première étape, c'est qu'il faut transformer l'échantillon en CO2 et ensuite attaquer ce CO2, faire une réaction de ce CO2 avec du lithium chauffé à 800 degrés. Après refroidissement, on fait de l'hydrolyse. Donc on y ajoute de l'eau par le matériel que vous voyez là. Une fois qu'on fait cette addition, on obtient l'acétylène, le C2H2. Après cela, on fait une réaction catalytique avec un catalyseur qui est là, le vanadium chrome. Et à 50 degrés, on arrive à avoir l'échantillon. Donc, grosso modo, on transforme ici l'échantillon en benzène. Et à partir de ce benzène-là, c'est ce benzène qu'on va amener au niveau du compteur pour faire le comptage. Chaque fois, il s'agit de connaître la teneur en carbone 14 de l'échantillon pour le comparer avec la teneur qu'il avait avant sa mort. Les autorités de l'IFAN soutiennent avec vigueur que le travail abattu par Cheikh Anta Diop doit servir de modèle à toutes les générations. On a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup écrit. Et tout le monde sait que la culture orale a des limites, notamment dans le domaine de la chronologie. Et là, le carbone 14 devient un instrument extrêmement intéressant parce que d'abord, il peut nous aider à dater des événements connus des cultures orales, mais dont la chronologie est perdue. Ces chercheurs le réaffirment, ce laboratoire qui est l'unique en Afrique, à l'exception de celui de l'Afrique du Sud, est un legs inépuisable. En 2015, une conférence internationale sur le carbone 14 sera organisée à Dakar. Ce sera encore l'occasion de rendre hommage à ce grand savant noir que l'on appelle allègrement le pharaon d'Afrique. Cheikh Anta Diop, sans doute prophète chez soi. Les Sénégalais ont du mal à se passer de leur téléphone portable. C'est le constat fait par notre reporter Salou Seck à l'occasion des journées mondiales sans téléphone portable. Jamais sans mon téléphone, c'est en substance la réponse de nos compatriotes face à cette invite mondiale. Salou Seck. Vivre une journée sans portable, voilà un défi que Ibrahima Thiam a du mal à relever.
c'est devenu une addiction pour moi. Je n'y pense même pas. La preuve, si je perds aujourd'hui mon portable, demain, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller en chercher un autre. Comme Ibrahim Thiam, nombreux sont les Sénégalais qui ont du mal à se passer de leur téléphone. C'est même impensable. Les téléphones portables sont devenus incontournables dans notre quotidien. Et cela dit fait tout simplement, souvent on l'utilise pour communiquer avec nos proches, nos familles, et puis aussi souvent pour faire certains travaux. On ne peut pas vivre sans le téléphone portable, parce que même si on quitte le domicile conjugal, comme nous, les femmes mariées, le mari peut avoir besoin de toi et t'appeler, ou bien la famille, quelque chose peut se passer à la maison, on a besoin de toi, on t'appelle immédiatement, ou bien même quand tu t'absentes au bureau, les collègues peuvent t'appeler ou te donner des informations sur une situation bien déterminée. Le téléphone portable est un outil technologique qui a changé le comportement humain ainsi que la manière de communiquer. Avec le portable, ce qui est recherché, c'est l'efficacité, c'est la dimension pragmatique du message, de la communication. Donc, on va chercher à être concis, à être efficace et à se faire comprendre. Avec la modernité, les choses changent, les choses s'évoluent, on travaille avec, on communique entre camarades de classe, fait des exercices même avec, on échange. La journée sans téléphone portable n'est pas une journée anti-téléphone, c'est plutôt une journée de réflexion, car l'outil est maintenant utilisé à d'autres fins. C'est un moyen qui permet vraiment de tricher. Donc c'est l'occasion ici d'appeler à plus de vigilance quand on organise des examens. Parce que c'est un moyen très efficace, surtout que c'est des portables dernier cri qui ont beaucoup de fonctionnalités et qui permettent vraiment de la tricherie. Les journées mondiales sans téléphone portable ont été lancées le 6 février 2001. Elles sont célébrées pendant 72 heures. Le Conseil national de lutte contre le sida et ses partenaires africains réfléchissent sur les nouvelles recommandations de l'OMS en matière de lutte contre le sida. Il s'agit pour les différents acteurs de partager et surtout de voir comment adapter ces directives à fort impact sanitaire pour les personnes vivant avec la maladie en Afrique subsaharienne. Lamine Touré. Kuala Lumpur en Malaisie, Sali Portugal au Sénégal. La communication sur les nouvelles recommandations de l'OMS en matière de lutte contre le sida se poursuit en Afrique. Ils sont cliniciens, professeurs, partenaires stratégiques à se rencontrer pour échanger sur l'appropriation de ces directives. Il s'agit maintenant de traiter précocement les malades du sida. On n'attend plus qu'il y ait un état d'immunodéficience avancée. On n'attend plus maintenant le 3e trimestre pour donner ce qu'on appelle la prophylaxie, prévenir avec les antirétroviraux la transmission du sida, du VIH de la mère à l'enfant. Mais là, on démarre dès que le début de la grossesse. Dans ces nouvelles dispositions de lutte contre le VIH-Sida, l'enfant, la femme enceinte, la transmission du virus de la mère à l'enfant ont été entièrement prises en charge. Reste maintenant le défi de l'accès au traitement. Il faudrait que ces recommandations puissent faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux soins dans une optique d'équité de soins. Et vous savez qu'en Afrique, beaucoup de malades dans les villes sont traités. Dans les quartiers chics, très peu sont traités dans les quartiers périphériques et encore moins dans nos campagnes. Les avancées scientifiques vont très vite. Et de ce fait, il y a toujours des façons nouvelles de prise en charge des malades avec des avantages en termes de sécurité, en termes d'efficacité du traitement que nous devons accompagner dans la région. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger sur les nouvelles orientations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de lutte contre la pandémie du sida. Des recommandations seront transmises au pouvoir public afin de réorienter les protocoles thérapeutiques des États en Afrique subsaharienne. Kaolack abrite les journées mondiales de la jeunesse. Des milliers de jeunes catholiques se sont dans les rendez-vous dans la capitale du Saloum pour célébrer le Christ et réfléchir sur l'avenir justement de cette communauté catholique. Anne-Marie Gomis, bonsoir. Bonsoir, Ibrahima, vous l'avez dit, Kaolack est depuis cet après-midi la capitale de la jeunesse chrétienne. Près de 25 000 sont déjà arrivés. Ils viennent des 7 diocèses du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, des îles
des îles du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau pour prendre part à ce rendez-vous, ces journées mondiales de la jeunesse. Une initiative du défunt pape Jean-Paul II, c'était en 1985. Je l'ai dit tantôt, 25 000 jeunes, c'est pas petit, c'est énorme. Vous imaginez un peu quand tout ce beau monde se retrouve en un seul lieu, il y a forcément du bruit, il y a forcément de l'ambiance. Eh bien, c'est ce qu'on a vécu cet après-midi ici au cœur de Kaolack. C'était à l'occasion de l'arrivée des délégations. Claire Diop. Nombreux étaient les jeunes pèlerins qui ont marché sous le chaud soleil de Kaolack pour allier le cœur de ville, et d'autres sont arrivés à bord de bus en provenance de toutes les régions du Sénégal. Les JMJ, des moments forts de communion et de fraternité entre jeunes chrétiens. Ces derniers se veulent des acteurs de la nouvelle évangélisation. De l'avis de beaucoup d'entre eux, faire ce déplacement est une action de grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Nous sommes venus ici à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, partager ces beaux moments avec tous les paroissiens du Sénégal, de la sous-région. L'ambiance, ça se passe, pour le moment ça se passe bien. On espère encore demain que ça soit meilleur, quoi. Ces assises serviront de cadre de réflexion pour ces jeunes, mais la paix au Sénégal, dans le monde, mais surtout dans la sous-région, sera au cœur des préoccupations. C'est la foi qui nous a amenés ici, donc on doit venir pour prier pour la paix, pour le Sénégal, pour le monde entier, surtout pour l'Afrique. Nous allons prier pour la paix, surtout en Casamance, pour la joie, l'amour, l'espérance, le partage, la charité. Je suis là aujourd'hui pour les JMJ mondiales de la jeunesse. Ma présence, c'est juste pour la paix, la joie, retrouver la paix ensemble, prier ensemble et retourner dans la paix. C'est ma fierté d'être jeune chrétien aujourd'hui. L'évêque de Kaolack, Monseigneur Benjamin Ndiaye, accompagné des autorités administratives locales, a accueilli les délégations. Le thème retenu pour cette édition est « Jeunes chrétiens témoins de la nouvelle évangélisation, viens suis-moi ». Toute la jeunesse catholique est appelée à un engagement sans faille dans les activités de l'Église. Ces pèlerins sont élevés au rang d'ambassadeurs de la paix, une mission qu'il va falloir mener désormais au quotidien. Et Claire Diop, parmi donc ces délégations, il y avait les jeunes de la sous-région qui sont également bien représentés à ces journées mondiales de la jeunesse. Youssouf Kaba en a rencontré quelques-uns, on les écoute. Ça fait vraiment plaisir de partager la foi avec mes frères catholiques. Et au second niveau, je crois que c'est un grand signe de témoignage à la vie de ce monde aujourd'hui qui a besoin plus de joie, qui a besoin de voir une jeunesse forte dans la fraternité. Et je crois que c'est une réponse à l'invitation de Afrique Mounous qui a demandé à ce que une solidarité sous-régionale soit cultivée et développée. Les frontières ne comptent plus, nous sommes là entre jeunes, il y a l'ambiance, la convivialité et au-delà de tout, nous sommes en train de partager nos cultures, nous sommes en train de partager le Christ et c'est une joie de se retrouver, c'est comme une même famille, c'est comme nous venons tous d'un même... Les jeunes sont réunis ici au Sénégal pour venir confesser une seule fois. Et nous en tant qu'Ivoiriens, en nous rendant ici au Sénégal, c'est vraiment une joie pour nous, c'est un bonheur de savoir que tous les jeunes, en confessant cette foi-là, nous nous retrouvons une fois de plus en celui qui nous réunit, le Christ. Alors... Voilà, 25 000 jeunes qui sont déjà à Kaolack et à l'accueil. Vous l'avez remarqué, il y avait des Kaolackois, tout âge confondu, enfants, jeunes, vieux, hommes et femmes. Ils étaient tous là donc pour souhaiter la bienvenue à tous ces jeunes étrangers dans les foyers. Aussi, les gens s'activent dans la joie pour recevoir sans distinction. Vous allez le voir, Youssouf Kaba est allé à la rencontre de quelques familles. Regardez. Wakar Baïnias, une famille musulmane très active dans les préparatifs des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse célébrées cette année à Kaolack. Je rends grâce aux chrétiens et je les accompagne et je suis de tout cœur. C'est pour cela que nous avons acheté de la viande, de la boisson, du pain et du tout pour les accompagner, pour les accueillir, qu'ils soient dans de très bonnes conditions, qu'ils soient dans une aise énorme et que demain qu'ils ne regrettent vraiment leur venue à Kaolack.
Salimata Sall et sa famille veulent faire de cet événement le leur, car la dimension humaine des JMJ prime pour elle sur toute autre considération. Nous venons de Adams et d'Ève, donc c'est notre rôle en tant que maman, en tant que musulmane, en tant qu'engagé de l'islam, islamo-chrétien, le dialogue islamo-chrétien. Donc je m'engage à partir de là donc de préparer cet événement-là. Donc je souhaite que cet événement-là puisse quand même relever un grand défi à Kaolack, puisque ça a été organisé dans d'autres régions, telles que comme à Thiès. Donc pourquoi pas nous les Kaolackois? Même si vous écoutez à la radio, vous entendez donc nos propres marabouts donc, qui s'engagent à accueillir ces gens-là. Pour donner à cet événement toute l'importance qui est la sienne, rien ne serait de trop. Une chambre soigneusement préparée va accueillir des hôtes, une tradition bien de cette famille, une tradition bien kaolackoise. C'est notre devoir en tant que musulmans, en tant que maman, donc en tant qu'être humain, de préparer cet événement-là. C'est pour cela que nous avons d'en faire notre propre programme, notre propre événement. C'est pour cela donc que nous sommes prêts à recevoir ces jeunes-là. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes dans cette chambre-là dont j'étais en train de préparer. Pour les recevoir, il y a une délégation qui va venir ici, qui nous feront tout pour que ces jeunes-là puissent quand même manger à leur faim, être dans de très bonnes conditions et qui ne regrettent pas quand leur venue ici. Parce qu'ils viennent à un pèlerinage. Et ce pèlerinage-là ne doit pas être un échec. J'aide ma maman à accueillir les chrétiens du JMJ parce que c'est une habitude de les recueillir tous les jours. Parce que ce sont les humains comme nous. Et on dit toujours que aider son prochain, c'est aider toi-même. Donc les chrétiens sont des gens aimables, que j'habite chez moi, là où je travaille. Donc habituellement, on est là, on les aide. Une prise de conscience et un engagement quasi général des habitants de Kaolack. Ils entrent de plein pied dans l'événement et s'engagent à en faire une réussite totale. Un grand plaisir pour moi d'être jeune et accueillir les autres jeunes qui viennent d'autres territoires. Oui, je me prépare spirituellement. Aussi, je dois danser aussi les majorettes. Entre les musulmans et les chrétiens ici à Kaolack, il n'y a aucune différence, il y a une entente parfaite et je prie pour que cet événement soit une réussite. suñu xalé yi dañu wara and ak xalé yi dëkk suñu koñ ñëw assister ci loolu pour voir ñun tamit buñu amé temps danañu jall pour danañ xam le pourquoi ndax lu lo gis rek mën nga retirer ci sa morom xam-xam ak njariñ ci kaw li nga gis ci mom. Au niveau de l'organisation, des sites d'accueil et des lieux de culte reçoivent leur dernière couche. Tout devra être prêt avant l'arrivée des différentes délégations. Des dispositions particulières sont prises à cet effet. C'est très bien parti. En tout cas, la mobilisation y est. Vous voyez, tous ceux qui sont là, ce ne sont pas des étrangers, c'est les gens du doyenné, c'est les gens du diocèse, qui sont répartis d'ailleurs en 5 groupes également, pour qu'à chaque site où nous recevons un diocèse et dans lequel d'ailleurs il y a des étrangers qui vont être insérés, que Kaolack soit présent dans tous les sites. Kaolack est partir pour réussir ces JMJ. L'engagement est total. Les organisateurs s'activent pour qu'il en soit ainsi durant les 72 heures de célébration de la jeunesse, dans la foi et dans l'allégresse. Youssouf Kaba, après l'accueil, une autre question se pose, c'est celle de la nourriture. Comment ces jeunes seront-ils pris en charge? En tout cas, le diocèse s'est bien organisé en conséquence et près de 1000 femmes sont déployées pour la restauration, sont mobilisées justement pour la restauration et elles sont réparties dans 4 sites. Et Philomène Constance Diagne en a visité 2, suivant son reportage. Environ 11 heures dans la cour du lycée Valdiojonjai. Quelques dames s'affairent autour des marmites. Le repas de midi est presque prêt. Nous savons que nous avons plus de 300 femmes déjà inscrites. Et parmi ces femmes, ce n'est pas seulement les femmes catholiques du diocèse de Kaolack, mais nous avons des femmes catholiques qui sont venues volontairement nous appuyer pour la restauration, de même qu'une petite délégation de Thiès qui est aussi arrivée ce matin pour nous prêter main forte parce que ce diocèse a déjà eu à organiser les JMJ et c'est eux qui nous ont donné la croix. Nous voulons commencer à préparer assez tôt pour que le repas du soir ne tarde pas aussi pour les jeunes. Pour une bonne organisation, les femmes du diocèse hôte se sont divisées en doyennés
4 sites sont ainsi dégagés pour restaurer les participants. Le lycée Valdiodio est le plus grand. C'est le doyenné de Kaolack Ville qui est en train d'organiser tout ce qui est restauration. Donc toutes les femmes qui font partie du doyenné de Kaolack Ville sont là pour préparer le repas pour l'archidiocèse de Dakar. Donc c'est les jeunes de l'archidiocèse de Dakar que nous allons recevoir, qui seront à peu près 7000 selon les estimations. Et nous pensons qu'ils vont arriver assez tôt dans l'après-midi. Parmi ces 300 femmes des non-chrétiennes, elles viennent prêter main forte à leurs voisines, aussi quelques hommes pour des tâches difficiles. Je considère qu'on appartient tous à la même famille. En plus, j'ai fait l'école privée catholique, donc je viens donner un coup de main. Dans la commission restauration, il y a quelques hommes qui sont là pour aider les femmes à transporter tout ce qui est matériel lourd, que ce soit les sacs de riz, que ce soit les bidons d'huile, que ce soit tout ce qui est lourd en tout cas, et les aider également au nettoyage ou à l'aménagement des salles d'accueil. Autre site, décor presque similaire, le lycée technique Abdoulaye Niasse accueille les femmes du doyenné centre. Ici, on s'apprête à préparer le dîner. On a pu mobiliser 184 femmes qui sont venues pour faire la cuisine. Et ce sera donc, on les répartit entre 33 marmites pour la cuisine d'aujourd'hui, ce soir, demain et jusqu'à dimanche, nous sommes là. Au niveau des 2 sites visités, un souci en commun, l'approvisionnement en eau. Depuis hier, nous faisons face à une baisse de pression et cela retarde un peu le travail des femmes. Alors peut-être lancer un appel à l'endroit juste des autorités, si elles nous entendent, qu'elles puissent venir en aide aux femmes qui sont au site de Valdiodio Ndiaye en ce qui concerne l'eau. On a un problème d'eau. Et on vient de nous appeler dire que la SDE est sur la place. Ils vont venir d'un moment à l'autre pour régler le problème de l'eau. Les 2 autres points de restauration prévus sont celui du collège P12 et l'école primaire Immaculée Conception. Dans l'ensemble, tout semble être prêt pour ces bonnes dames engagées à bien s'occuper de leurs invités. Elles logeront sur place durant toute la durée des JMJ. Une autre question non moins importante, Ibrahima, c'est la sécurité. Là également, un important dispositif est mis en place. En plus des éléments de la police et de la gendarmerie, 150 agents de la police de proximité sont venus en renfort, nous dit Claire Diop. Voilà, on nous annonce que l'élément n'est pas encore en place. On y reviendra peut-être demain. Mais sachez, pour le programme donc, de ce samedi, demain, nous aurons une journée très chargée. Le matin, il y aura en catéchèse, la catéchèse dans les différents sites. L'après-midi, un grand festival dans les différentes artères de Kaolack. Le soir, la grande veille ici au stade Lamine Gueye. Un rendez-vous aussi très attendu par la jeunesse la veille, donc ici demain aux environs de 22 h. Ibrahima, donc voilà pour le programme. Vous êtes attendu ici à Kaolack parce que vos parents de Ziguinchor vous demandent après. Merci Anne-Marie pour cette invitation. Je vois que vous êtes très bien entourés dans la joie et la gaieté. Les JMJ à Kaolack, l'édition 2014. On se retrouve demain. Je vous le disais dans les titres, le président Macky Sall a pris part ce matin à la cérémonie d'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie, une célébration historique qui permet au peuple tunisien de se doter d'une constitution démocratique. Pour le chef de l'État, la Tunisie a inauguré le cycle des révolutions arabes. Aujourd'hui, elle franchit un cap de plus. Le printemps des démocraties arabes vient ainsi de débuter avec l'approbation de la nouvelle constitution en Tunisie. Voici le président Macky Sall. À vous, nos frères et sœurs de la Tunisie, le Sénégal, par ma voix, renouvelle ses félicitations, l'expression de sa solidarité et de sa grande estime. Le parcours remarquable
qui a mené le peuple tunisien à cette cérémonie mémorable force le respect et l'admiration. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Le labeur n'aura donc pas été vain. Certes, la mer fut par moments houleuse, mais comme jadis, les vaillants navigateurs phéniciens, vous avez tenu et bien tenu le gouvernail contre vents et marées. Vous avez surmonté les obstacles, maintenu le cap et conduit la barque à bon port jusqu'à l'épilogue du 26 janvier 2014 avec la nouvelle constitution marquée du sceau de la liberté, de la démocratie et des valeurs islamiques. Je rends un vibrant hommage au peuple tunisien qui a su exprimer dans sa dignité et sa sagesse légendaire toute l'étendue de sa grandeur d'âme et de son génie créateur. Nous avons la même foi dans les valeurs de liberté, de démocratie et d'ouverture. Ces affinités et cette foi fondent la vieille et solide amitié qui lie le peuple sénégalais et le peuple tunisien. C'est dire la joie que nous partageons avec vous de voir la Tunisie mener à bien son processus de transition démocratique afin de poursuivre avec plus de vigueur ses efforts de développement et de retrouver la plénitude de son rayonnement à l'échelle africaine et mondiale. Au nom du Sénégal, je voudrais vous dire que c'est cette Tunisie-là que nous aimons. La Tunisie de vos rêves, celle de vos ambitions et de vos espoirs. Cette Tunisie que porte fièrement aujourd'hui votre nouvelle constitution. Je vous le disais, nous reviendrons sur cette visite du président Macky Sall en Tunisie pour l'adoption de la nouvelle constitution. Ouverture ce matin de la Coupe du Monde de sabre dames au Grand Théâtre. 24 pays sont représentés à cette prestigieuse compétition. Les 16 meilleures joueuses annoncées sont bien là. Les épreuves préliminaires étaient au programme de cette journée d'ouverture que nous décrit Koumadera Temar. Le Grand Théâtre vibre au rythme des coups de sabre. Les préliminaires de la Coupe du Monde battent leur plein. Une journée de compétition en non-stop qui met aux prises les 105 meilleures sabreuses du monde. Les noms, ils parlent d'eux-mêmes. Déjà, avoir l'américaine Zagunis qui est championne olympique, il y a les françaises ici, il y a pratiquement des champions de tous les continents qui sont déjà sur les lieux. Et ça, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour l'Afrique, c'est bien pour le niveau de la compétition. Aucune sabreuse professionnelle n'a voulu rater ce mondial. Les championnes de tous les continents sont présentes à ce rendez-vous de Dakar. Parce qu'ils savent que le Sénégal est capable d'organiser. Et on voit déjà les résultats, on voit les gens, ils sont contents. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas de regarder le théâtre et le palais, ils sont contents de l'espace et du lieu là où on organise. Le cadre est agréable, le spectacle est aussi assuré. Le tableau des préliminaires offre de chauds duels dans lesquels les pays africains peinent à briller. On est encore à un chemin à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Ce mondial de Dakar marque le retour des compétitions internationales en Afrique après plusieurs années de léthargie. En ma qualité de membre du comité exécutif de la Fédération internationale et de la Confédération africaine, président de la Confédération africaine d'escrime, le bureau de la Fédération internationale m'a dit qu'il faudrait que vous, en tant que président, que votre pays accueille cette compétition. Et je m'en suis ouvert au président de la République Macky Sall et au Premier ministre qui m'ont véritablement encouragé. La Fédération internationale veut que l'escrime s'étende par tous les continents, pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour l'Australie, pour tout ça. Le Sénégal, c'est le premier qui a recommencé à faire des choses de haut niveau. C'est une grande promotion, selon moi, pour l'escrime en Sénégal. En général en Afrique, mais en Sénégal surtout.
Je crois que nous serons connectés en live streaming et pour ça tout le monde de l'escrime pourra regarder les images de cette magnifique compétition. Tous les yeux sont donc braqués sur le Sénégal pendant ces 3 jours. Ce samedi au programme les éliminatoires directs qui démarrent à 9h et à partir de 16h, place aux demi-finales et finales. Encore 2 jours de compétition. Football préliminaire de la Ligue des Champions CAF ce samedi. Le représentant du Sénégal entre en lice, Diambar, fera face à l'ASFA de Yenenga. Si pour les Burkinabés c'est devenu une habitude, du côté des Sénégalais, cette campagne africaine constitue une première. Diambar, pour maximiser ses chances, a choisi de jouer ce match à Mour. Abdoulaziz Ban. Diambar au stade Caroline Faye. L'équipe de Sali a choisi ce cadre pour disputer ses rencontres en Ligue africaine des champions. L'encadrement technique a jugé nécessaire d'y faire évoluer l'équipe pour un coup d'essai. Diambar reçoit encore un match avancé de la 8e journée de la Ligue 1. Par rapport à la préparation du match contre Yenenga en Coupe d'Afrique, donc ça nous permettrait au moins de faire un match de préparation en vue de rencontrer cette équipe en Coupe d'Afrique. On est à jour, on poursuit, on peaufine. Le début de saison est assez difficile, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va trouver le rythme de croisière. Pour sa première sortie à Caroline Faye, Diambar a inscrit 4 buts, un coup d'essai réussi, un bon test. La Yenenga est avertie, même s'il y a encore des choses à revoir. On l'a fait avec sa belle manière, avec 4 buts et beaucoup d'occasions. Donc c'est de bon augure pour l'Afrique. Maintenant après, il y a beaucoup de choses à corriger. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On a eu beaucoup de frayeurs, même si on n'a pas eu d'occasion, mais bon, des manques de concentration, manque d'application. Parfois, on est trop gourmand sur certaines choses. Je pense que c'est des détails qu'il faut corriger pour qu'on puisse bien aborder la phase africaine d'ici le 8, Inch'Allah. L'équipe burkinabé, un gros morceau pour Diambar, un novice dans la compétition. Que tout baptême de feu n'est pas facile parce qu'on va dans l'inconnu. On va dans l'inconnu, même si on sait que ça reste un match de football parce que c'est un terrain qu'on connaît, un rectangulaire. C'est un club qui a beaucoup profité de ce qu'on peut appeler le renouveau du football burkinabé parce qu'ils ont su profiter des centres de formation qui existent. Ils ont aussi à un moment capté les meilleurs joueurs du championnat burkinabé. Voilà pourquoi ça va être un club dangereux pour cette équipe de Diambar qui va découvrir l'Afrique. Mais en termes de valeur intrinsèque, ce n'est pas une équipe qu'on peut considérer comme étant supérieure à l'équipe de Diambar, mais c'est surtout une équipe qui a de l'expérience, qui a une belle tradition de compétition africaine et ça c'est un plus considérable à prendre en compte pour Diambar samedi. Le staff technique et les joueurs sont conscients de l'enjeu de ce qui constitue une première. En compétition africaine, il faut gagner pour aller le plus loin possible. Diambar qui va faire son baptême du feu en Ligue africaine des champions. À vos kimonos, le premier acte confirmant l'organisation de la 16e édition du tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis vient d'être posé ce matin avec un point de presse tenu au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Avec un budget de 50 millions, les organisateurs affichent la confiance. Sensei Atmalo. Il ne pouvait en être autrement car ce fut la volonté de feu Ababacar Fall Mbeiboy. En effet, il avait pris ses dispositions avant de léguer ce lourd héritage à la grande famille du judo sénégalais qui devra se mobiliser comme un seul homme pour la tenue de la 6e édition du tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis qui aura comme seul parrain le chef de l'État, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est une affaire qui devient mondiale parce que je l'ai inscrit au calendrier de l'UAJ et au calendrier international. Donc pour moi, ce tournoi doit avoir lieu. Les dates déjà arrêtées. Très soudée, l'équipe que Mbeiboy
Mbaye Fall a laissé, avec une détermination sans faille, s'est engagé à relever le double défi de l'organisation et de la participation. Il y a déjà des pays qui ont confirmé leur participation. Nous avons l'Algérie, l'Italie, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Tchad, la Mauritanie, qui ont déjà confirmé leur participation, et la Suisse. Saint-Louis du Sénégal sera donc la plaque tournante du judo africain et mondial, les 1er et 2 mars prochains, dans la mythique salle de Didier Marie à Sindone. La mort arrête tout. Mbaye Boye, c'est notre frère. Tous les problèmes qu'il y a eu, c'est parce que chacun était passionné pour le judo. Il a la passion de son judo, il aime le sport en général et le judo en particulier. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura beaucoup plus de participation qu'on a pu dans le passé. Parce que Mbaye Boye est un grand homme. Son œuvre, il l'a fait de manière impersonnelle. La preuve, il est parti et aujourd'hui, les gens sont encore plus engagés. D'abord pour sa mémoire, mais pour montrer qu'également tout le monde est solidaire avec lui. Toutes les dispositions ont été prises par le comité d'organisation qui a l'ambition de réaliser de grosses performances. Le tournoi international de judo de Saint-Louis qui porte encore les empreintes de Aboubacar Mbaye Boye. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. On se donne rendez-vous demain pour une autre session d'information. Quelques nouvelles du Sénégal et du monde un peu plus tard dans la soirée sur cette même antenne. Merci à tous.